Il n'écoutait pas la radio, ne regardait pas la télévision, il lisait des manuels de comptabilité. Il paniqua, le silence s'étirait, il sentait le poids de l'attente, le ricanement qui montait. « Il y a un piège », murmura-t-il. « Mais non, vas-y », le pressa Hervé. Sylvain se lança, il essaya de se souvenir du nom du père de Jean-Claude, qui s'appelait Jean-Philippe. Il fit une association d'idées malheureuses. Jean-Philippe Smet. Smet. Un éclat de rire général fusa dans l'open space. Un rire brutal, sans pitié. Oh non, Sylvain, c'est perdu. La bonne réponse était H-A-L-L-Y-A-Y. T'es un loser, Sylvain. Une autre fois peut être. La voix de l'animateur était le coup de grâce. Le molosé résonna dans le bureau comme une sentence. Le jeu était terminé. Le sacrifice était accompli. Les collègues se dispersèrent, retournant à leur poste en riant encore de la bonne blague. Jean-Claude et Hervé se tapèrent dans la main. Ils avaient réussi. Ils avaient offert au groupe son moment de catharsis. Sylvain resta seul à son bureau, la tête entre les mains, le téléphone, qu'il n'avait pas encore raccroché, émettait une tonalité monotone. Il venait d'être humilié publiquement, traité d'idiot devant tout le monde. Mais le pire n'était pas l'échec ni la perte de l'argent. Le pire, c'était d'avoir compris dans l'éclat de rire de ses collègues qu'il n'appartiendrait jamais à leur monde. Il était et resterait toujours l'étranger, l'intrus, le bouc émissaire. Et cette prise de conscience était une blessure bien plus profonde que n'importe quelle moquerie. Partie 4, épilogue, la lumière du néon. Chapitre 10, cendres et poussière. Les semaines qui suivirent furent silencieuses. L'excitation de la campagne électorale et la cruauté du jeu radiophonique s'étaient dissipées, laissant derrière elles un résidu de malaise et de regrets non avoués. L'atmosphère autour de la machine à café avait changé. Les rires étaient plus rares, les conversations plus prudentes. Une sorte de gueule de bois collective s'était installée. Jean-Claude portait sa présidence du CE comme un fardeau. Sa victoire, entachée par la rumeur de fraude, n'avait pas le goût escompté. Il se sentait observé, jugé. Ses promesses de tourisme et de grand luxe semblaient désormais ridicules et hors de portée. L'épisode de l'erreur bancaire, qu'il avait brièvement transformé en millionnaire, n'avait fait qu'aggraver les choses. Pendant quelques heures, il avait été un roi, distribuant des manteaux de fourrure et des camping-cars, avant que la banque ne corrige son erreur, le laissant nu et encore plus pauvre qu'avant. Il avait eu un aperçu d'une autre vie, une vie sans contrainte, et le retour à la réalité n'en avait été que plus brutal. Sylvain était devenu un fantôme. Il glissait dans les couloirs, évitant les regards, ne parlant que lorsque c'était absolument nécessaire. L'humiliation l'avait brisé. Il n'était plus seulement l'exclu, il était le vaincu. Il avait intériorisé son statut de loser et cela se voyait dans sa démarche voûtée, dans ses yeux qui fuyaient le contact. Jeanne, elle, s'était murée dans une politesse froide et distante. La trahison de Maëva avait laissé une cicatrice invisible mais profonde. Elle ne faisait plus confiance à personne. L'open space, qui avait toujours été un lieu de convivialité forcée, était devenu pour elle un champ de mine, un territoire hostile où chaque sourire pouvait cacher un piège. Hervé, le grand architecte de ce chaos, semblait être le seul à ne pas être affecté. On le voyait souvent près de la machine à café, plongé dans un livre à la couverture austère. Un jour, Jean-Claude l'aperçut en train de lire un ouvrage au titre absconce, Anamorphose et de guerre. C'était une performance, comme toujours. Hervé lisait non pas pour comprendre, mais pour être vu en train de lire. Son intelligence était une armure contre le vide de son existence. Mais à l'intérieur, il était aussi perdu que les autres. Ses manœuvres politiques ne lui avaient apporté aucune satisfaction durable, seulement la conscience amère de sa propre solitude. Il était le penseur organique d'un parti qui n'existait pas, le stratège d'une guerre qui n'avait aucun sens. L'espace détente était devenu un lieu de rendez-vous manqué, de conversations avortées. Les personnages s'y croisaient, échangeaient des banalités, mais ne se rencontraient plus. Le lien, si ténu fut-il, qui les unissait, s'était rompu. Il ne restait que la proximité physique, la cohabitation forcée dans un espace trop petit. Ils étaient comme les cendres d'un feu de joie qui s'est éteint, encore tiède, mais destiné à être dispersé par le premier coup de vent. La poussière retombait sur les meubles, sur les dossiers, sur leur vie. Chapitre 11. What happens here, stays here. Par un après-midi pluvieux, Jean-Claude se retrouva seul dans l'espace des tentes. Il feuilletait sans conviction un catalogue de camping-car qu'il avait subtilisé dans une salle d'attente. Les pages glacées montraient des familles souriantes, attablées devant des véhicules impeccables, avec en arrière-plan des paysages de montagnes idylliques ou des plages de sable fin. C'était l'image d'un bonheur simple, accessible, un bonheur à la française. Il caressa du doigt la photo d'un modèle profilé, imaginant l'odeur du neuf, le confort des couchettes, la petite cuisine équipée. C'était son rêve, son plan A. La liberté sur 4 roues, mais son esprit vagabond glissa ailleurs. Il ferma les yeux et une autre image, plus lointaine, plus électrique, s'imposa à lui. Las Vegas. Le nom seul était une promesse. Il n'y était jamais allé, bien sûr, mais il connaissait la ville par cœur, comme tous ceux qui avaient grandi avec le cinéma américain et les reportages télévisés. Las Vegas n'était pas un lieu, c'était un concept, un mythe. Dans son esprit, il voyait le Strip, cette artère de lumière pulsante au milieu du désert.
Il voyait les façades extravagantes des hôtels casinos, la pyramide de Luxor, le château de l'Excalibur, la tour Eiffel du Paris-Las Vegas, une version de pacotille de son propre pays. Il entendait le tintement incessant des machines à sous, le bruit des jetons qui s'entrechoquent, la musique assourdissante qui s'échappait des clubs. C'était la capitale mondiale de l'excès, de la démesure, un terrain de jeu pour adultes où tout était permis. Le slogan de la ville lui revint en mémoire: What happens here stays here. Ce qui se passe ici reste ici. Cette phrase était la clé de tout le fantasme. C'était la promesse d'une vie sans conséquences, d'une parenthèse où les règles sociales, les responsabilités, la morale même étaient suspendues. On pouvait y être quelqu'un d'autre, un flambeur, un séducteur, un homme qui n'avait pas de patron, pas de femme, pas de dette. On pouvait tout risquer sur un coup de dé, et même si on perdait, la défaite elle-même avait un panache, une dimension tragique et grandiose qui manquait cruellement à sa propre vie. La contradiction entre ces deux rêves était frappante. Le camping-car, c'était la liberté dans le réel, une fuite modeste et organisée. Las Vegas, c'était la liberté dans l'irréel, une dissolution de soi dans le spectacle permanent. Le premier était un projet de vie, le second un fantasme de mort, la mort de son identité quotidienne. Il rouvrit les yeux. La pluie striait les vitres du bureau. Dehors, la zone industrielle s'étendait dans la grisaille. Un camion de livraison manœuvrait dans un bruit de ferraille. Il regarda à nouveau le catalogue. La famille souriante sur la photo lui parut soudain un peu niaise. Leur bonheur semblait fade, sans risque, sans éclat. Il comprit alors la nature de sa propre tragédie. Même ses rêves étaient ceux d'un beauf, un camping-car et Las Vegas. C'étaient les deux faces de la même médaille, les deux destinations ultimes de l'imaginaire populaire. Il était prisonnier non seulement de sa vie, mais aussi des clichés qui la définissaient. Il n'y avait pas d'échappatoire. Même en rêve, il ne pouvait s'empêcher d'être Jean-Claude Convenant. Commercial dans une entreprise de province, rêvant de choses que des millions d'autres hommes comme lui rêvaient en même temps. La lumière des néons de Vegas dans son esprit n'était qu'un reflet plus puissant, plus coloré de celle blafarde qui éclairait sa propre cage. Chapitre 12. L'aquarium. C'était un vendredi soir. L'étage se vidait lentement, dans un bruissement de sacs qu'on ferme et de bons week-ends lancés sans conviction. La lumière du jour déclinant se mêlait à celle des néons, créant une atmosphère étrange, suspendue, comme si le temps lui-même hésitait à passer au lendemain. Jean-Claude était resté en arrière, prétextant un dernier dossier à boucler. Il se tenait près de la grande baie vitrée qui donnait sur le parking et, au-delà, sur la ville endormie. Il regardait son propre reflet superposé à celui des bureaux vides, des écrans noirs, des chaises désertées. L'image était d'une clarté terrible. Il était un poisson dans un aquarium, regardant à travers la vitre un monde extérieur qui lui semblait à la fois proche et inaccessible. Les lumières de la ville, au loin, étaient des promesses de vie qu'il ne vivrait jamais. Le néon rouge d'une pharmacie clignotait avec une régularité lancinante, un ersatz pathétique des lumières de Vegas. Il sortit de sa poche un objet qu'il avait acheté le midi même dans une station-service, un porte-clés en plastique bon marché, en forme de machine à sous-miniature. Il actionna le petit levier. 3 citrons s'alignèrent, pas de jackpot, pas de bruit de pièces qui tombent, juste un petit clic dérisoire. Il repensa à toutes ces heures passées ici, dans cet espace détente. Le mot lui parut soudain d'une ironie féroce. Ce n'était pas un lieu de détente, c'était le cœur de leur prison. C'était là que les masques tombaient, que les frustrations s'exprimaient, que les petites cruautés se déployaient. C'était le confessionnal, le tribunal et le lieu du supplice. C'était l'endroit où ils se rappelaient les uns aux autres qu'ils étaient piégés ensemble. What happens here stays here. Quelle blague! Rien de ce qui se passait ici ne restait jamais ici. Tout s'infiltrait. La trahison de Maëva restait dans le regard de Jeanne. L'humiliation de Sylvain restait dans sa démarche. La fausse victoire de Jean-Claude restait dans le silence de ses collègues. La mort de Monguin restait dans l'odeur de la photocopieuse. Chaque jour, ils buvaient le même café, échangeaient les mêmes banalités, nourrissaient les mêmes rancœurs. Et chaque jour, une petite partie d'eux-mêmes mourait, dissoute dans la routine comme un sucre dans un café trop amer. Le reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un homme vieillissant, fatigué, un homme qui avait rêvé d'horizons lointains et qui s'était échoué dans un open space. Il serra le petit porte-clés dans sa main jusqu'à ce que le plastique lui fasse mal. Il n'y aurait pas de camping-car, il n'y aurait pas de Las Vegas. Il n'y aurait que demain, et le jour d'après, et tous les autres jours ici dans l'aquarium. Et le seul bruit pour accompagner sa dérive silencieuse serait le bourdonnement éternel et indifférent de la machine à café. Jackpot, l'épopée tragicomique de Jean-Claude Convenant. Partie I. L'illusion lyrique. Introduction un lundi matin comme les autres, ou presque. L'air de l'espace détente sentait le café tiède, le désespoir latte et le produit de nettoyage au citron de synthèse qui ne parvenait jamais tout à fait à masquer l'odeur de la moquette fatiguée. C'était un lundi matin ordinaire dans les locaux de cette PME de province dont le nom importait peu, mais dont le secteur d'activité, la vente d'appareils de stimulation électrique aux bienfaits douteux, disait tout de son ambition démesurée et de ses résultats médiocres.
La lumière blafarde des néons tombait sur les visages résignés des employés,